Des fleurs sont en train d'éclore en Antarctique. Il y a 2 espèces de plantes à fleurs sur le continent, la canche antarctique et la sagine antarctique. Et elles poussent bien plus vite qu'avant. Dans une étude publiée par l'Université d'Insubri en Italie, il a été découvert qu'entre 2009 et 2019, la canche antarctique poussait à la même vitesse pendant les 50 ans qui séparent les années 60 de 2009. Puis l'ensemble du continent s'est réchauffé d'environ 3 degrés Celsius et les glaciers ont commencé à fondre. Partout dans le monde, les gens font face à des conditions météorologiques extrêmes comme jamais auparavant. Élévation du niveau des mers, vagues de chaleur, phénomènes météorologiques imprévisibles. La Terre se réchauffe plus vite que jamais et c'est à cause de la consommation humaine de combustibles fossiles. Le 10 décembre 1985, Carl Sagan, l'un des astronomes et communicateurs scientifiques les plus brillants du monde, prononça un discours devant le Congrès des États-Unis. Tout ce que vous allez voir a été dit il y a 39 ans. Mais cela aurait aussi bien pu être dit hier, car rien n'a changé. Au moment où ce discours a été prononcé, la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère était de 346 parties par million. Aujourd'hui, elle est de 421 parties par million. Si nous ne faisons rien collectivement, nous atteindrons un point de basculement dans les 40 prochaines années qui mettront en danger l'écosystème de notre planète. Carl Sagan donne une véritable leçon magistrale pour expliquer ce qu'est le changement climatique, ce qui pourrait se passer et ce que nous pouvons y faire. Voici ce discours. D'après ce que je comprends de ma fonction, c'est de donner une idée de ce qu'est l'effet de serre. Essayer de dire quelque chose sur l'effet de serre sur d'autres planètes, pour souligner à nouveau qu'il s'agit d'un phénomène réel, et ensuite, peut-être puis-je me permettre de faire quelques remarques sur ce qu'il convient de faire à ce sujet. Le pouvoir des êtres humains d'affecter, de contrôler et de changer l'environnement augmente à mesure que notre technologie progresse. Et à l'heure actuelle, nous avons clairement atteint le stade où nous sommes capables, à la fois intentionnellement et involontairement, d'apporter des changements significatifs au climat mondial et à l'écosystème global. Et nous avons probablement fait des choses similaires à plus petite échelle pendant une très longue période. Par exemple, l'agriculture sur brûlis, qui est probablement avec nous depuis des dizaines de milliers d'années, modifie le climat dans une certaine mesure en changeant l'albédo, la réflectivité de la Terre. Que des changements massifs se soient produits est clair d'après les archives historiques. Par exemple, l'Égypte était autrefois le grenier à blé de l'Empire romain. Cela peut être le même rôle que joue aujourd'hui le Midwest américain. Ce n'est certainement plus le cas. Ce n'est pas un problème d'effet de serre. Il peut s'agir d'un problème de surpâturage, mais c'est un exemple de la manière dont les humains sont parfaitement capables d'apporter ces changements inattendus et involontaires, parce que les effets s'étendent sur plus d'une génération humaine. Il y a une tendance à dire qu'ils ne sont pas notre problème. Bien sûr, alors, ils ne sont le problème de personne. Pas pendant ma période de service, pas pendant mon mandat. C'est quelque chose pour le siècle prochain, que le siècle prochain s'en inquiète. Mais le problème est qu'il existe des effets, et l'effet de serre en fait partie, qui ont des constantes de temps longues. Si vous ne vous en préoccupez pas maintenant, il sera trop tard plus tard. Et donc dans ce problème, comme dans tant d'autres, nous transmettons des problèmes extrêmement graves à nos enfants, alors que le moment de résoudre ces problèmes, s'ils peuvent être résolus, c'est maintenant. Si vous demandez ce qui détermine le climat de la Terre, il est clair que la principale chose qui le détermine est la lumière du Soleil. C'est la lumière du Soleil qui réchauffe la Terre. Toute la lumière qui arrive sur Terre depuis le Soleil ne sert pas à chauffer la Terre. Une partie est réfléchie. Seule la partie absorbée est utilisée. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un certain taux auquel la lumière du Soleil est absorbée par la surface de la Terre. Et il y a un certain taux auquel la surface de la Terre rayonne vers l'espace. Ce qui vient du Soleil se trouve dans la partie visible ordinaire du spectre à laquelle nos yeux sont sensibles. Ce que la Terre rayonne dans l'espace se situe dans la partie infrarouge du spectre, des ondes plus longues que le rouge, auxquelles nos yeux ne sont pas sensibles, mais c'est une forme de lumière tout aussi légitime que celle à laquelle nous sommes habitués. Maintenant, si vous calculez quelle devrait être la température de la Terre, en fonction de la quantité de lumière solaire absorbée, équivalent à la quantité de rayonnement infrarouge qui serait émise dans l'espace, vous constatez que la température de la Terre, par ce simple calcul, est trop basse. Elle est d'environ 30 degrés centigrades trop basse. Et pourquoi est-elle trop basse? Elle est trop basse parce que quelque chose a été omis dans le calcul. Qu'est-ce qui a été omis dans le calcul? L'effet de serre. L'air entre nous est transparent, sauf à Los Angeles et dans des endroits de ce genre. Dans la partie visible ordinaire du spectre, nous pouvons nous voir. Mais si nos yeux étaient sensibles à, disons, 15 microns dans l'infrarouge, nous ne pourrions pas nous voir. L'air serait noir.
Et c'est parce que, dans ce cas, le dioxyde de carbone, le carbone absorbe très fortement à 15 microns et à d'autres longueurs d'onde dans l'infrarouge. De même, il y a des parties du spectre infrarouge où la vapeur d'eau absorbe, où nous ne pourrions pas nous voir si nous étions seulement aussi éloignés que nous le sommes dans cette pièce. Si vous ajoutez ces gaz absorbant l'infrarouge à une planète, alors ce qui se passe, c'est que la lumière du soleil entre comme avant, mais lorsque la surface essaie de rayonner l'espace dans l'infrarouge, elle est bloquée, elle est entravée par les gaz absorbants, et dont la température de la surface doit augmenter pour qu'il y ait un équilibre entre ce qui entre et ce qui sort. C'est donc l'effet de serre. C'est un abus de langage pour plus d'une raison. C'est un abus de langage en particulier parce que ce n'est pas ainsi que fonctionne la serre du fleuriste, mais c'est un point très mineur. Il existe d'autres gaz qui absorbent dans l'infrarouge, dont beaucoup ont déjà été mentionnés, le protoxyde d'azote, le méthane, les halocarbures, et ce sont en partie des produits de l'agriculture. Ce sont les engrais, la réfrigération, les bombes aérosols, etc. Tous des produits de notre technologie. Nous ne générons pas beaucoup d'eau dans l'atmosphère, mais nous générons certainement une grande quantité de dioxyde de carbone par la combustion du bois et les combustibles fossiles, une activité apparemment bénigne, qui pourrait s'opposer à ce que les humains brûlent du pétrole, du charbon, du gaz et du bois. Je tiens à souligner que l'effet de serre rend la vie sur Terre possible. S'il n'y avait pas d'effet de serre, la température serait, comme je le dis, à 30 degrés centigrades environ plus froid, ce qui est bien en dessous du point de congélation de l'eau partout sur la planète. Les océans deviendraient solides après un certain temps. Un petit effet de serre est une bonne chose, mais il y a un équilibre délicat de ces gaz invisibles. Et un effet de serre trop important ou trop faible peut entraîner une température trop élevée ou trop basse. Et ici, nous déversons d'énormes quantités de CO2 et d'autres gaz dans l'atmosphère chaque année, avec à peine une préoccupation pour ses conséquences à long terme et mondiales. Maintenant, il est certain que tous les aspects de l'impact de l'augmentation du CO2 et d'autres gaz dans l'atmosphère sur le climat ne sont pas connus. Il subsiste encore de nombreuses incertitudes, bien que l'ensemble du tableau soit, je pense, assez clair et largement compris et accepté. Mais il y a des questions concernant les aérosols, concernant les nuages. Vous réchauffez la Terre. Quelle est l'augmentation ou la diminution de la nébulosité? Comment cela modifie-t-il l'albédo ou la réflectivité de la Terre? Il y a des questions concernant l'océan et son temps de réponse à une augmentation de CO2. Il existe des effets de rétroaction, et il est donc certainement utile de dépenser un peu plus d'argent pour approfondir la recherche sur le sujet. Un autre point est que les changements de température significatifs sur Terre entre les périodes glaciaires et interglaciaires, les âges glaciaires et les périodes interglaciaires, semblent être liés à de très petits changements dans la quantité de lumière solaire qui atteint la Terre en raison des changements dans les propriétés orbitales de la Terre. Et cela suggère que le système climatique de la Terre pourrait être très délicatement dépendant des types de facteurs dont nous parlons ici. Et c'est pourquoi il est logique d'étudier les changements climatiques passés sur Terre dans le but d'obtenir une certaine calibration. Une autre source de calibration est constituée par les autres planètes. Chaque planète avec une atmosphère possède un certain degré d'effet de serre. Le cas le plus spectaculaire de loin, c'est l'effet de serre de Vénus. C'est la planète la plus proche, une planète ayant à peu près la même masse, le même rayon, la même densité que la Terre, mais elle est spectaculairement différente à plusieurs égards, dont l'un est que la température de surface est d'environ 470 degrés centigrades, 900 Fahrenheit. Et cette température énorme n'est pas due à sa proximité avec le Soleil, car Vénus est entourée de nuages brillants, et en fait, parce qu'elle réfléchit tellement de lumière dans l'espace, si c'était tout ce qui se passait, elle serait plus froide et non plus chaude que la Terre. La raison de cette température absurdement élevée à la surface de Vénus, qui est bien comprise, je veux dire des engins spatiaux soviétiques, ont atterri sur Vénus et ont en fait sorti un thermomètre. Il ne fait aucun doute que la température de surface est très élevée. Et plus tard, des sondes américaines aussi. La raison est un effet de serre massif dans lequel le dioxyde de carbone joue le rôle principal. Maintenant, la quantité de CO2 dans l'atmosphère de Vénus est bien plus grande qu'ici. L'atmosphère est presque entièrement composée de dioxyde de carbone et il y en a 90 fois plus là-bas qu'ici. Mais c'est une indication de ce qui peut se produire dans un cas extrême. Si vous regardez Mars ou Jupiter ou Titan, la grande lune de Saturne, et vous avez des exemples supplémentaires d'effets de serre, de différents gaz, différentes quantités de lumière solaire atteignant la surface, différents albédos planétaires et nébulosités. Et dans tous ces cas, il y a aussi un effet de serre. De plus, il a été possible de calculer ces effets de serre avec une assez grande précision, de sorte que le type d'arsenal théorique utilisé pour calculer l'effet de serre, les changements de l'effet de serre sur la Terre, est également utilisé pour d'autres planètes et peut donc être calibré dans une certaine mesure par rapport à ces autres planètes. Si nous continuons à obtenir la bonne réponse dans tous ces cas différents, alors nous comprenons probablement assez bien comment fonctionnent les effets de serre. Et il serait cependant fort utile, comme le disait plus tôt sénateur Gore, d'avoir un programme accru par le biais de la NASA pour comprendre mieux les effets de serre sur d'autres planètes. Cela pourrait être une application très pratique de l'exploration planétaire.
Comme vous l'avez entendu, les meilleures estimations, elles ont certainement une certaine incertitude associée à son rythme actuel de combustion des combustibles fossiles, le taux actuel de croissance des gaz mineurs absorbant les infrarouges dans l'atmosphère terrestre. Il y aura une augmentation de plusieurs degrés Celsius de la température sur Terre, en moyenne mondiale, d'ici le milieu à la fin du siècle prochain, ce qui entraîne diverses conséquences, notamment la redistribution des climats locaux et, par la fonte des glaciers, une augmentation du niveau mondial de la mer. Il y a une inquiétude à plus long terme concernant l'effondrement de la calotte glaciaire de l'Antarctique occidentale et une élévation générale du niveau de la mer de plusieurs mètres. Nous avons donc une sorte d'écriture sur le mur. Il est certain qu'il reste encore des recherches à faire, mais comme je le dis, il y a un consensus. Que peut-on faire à ce sujet? L'idée que nous devrions immédiatement cesser de brûler des combustibles fossiles a des conséquences économiques si graves que personne, bien sûr, ne le prendra au sérieux, mais il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être faites. L'une concerne les subventions pour les combustibles fossiles. Une utilisation plus efficace pourrait être encouragée par une réduction des subventions gouvernementales. Deuxièmement, il existe des sources d'énergie alternatives dont certaines sont utiles, au moins localement. L'énergie solaire est certainement une qui pourrait être d'une utilité plus générale. Des centrales nucléaires à fission sûre qui sont en principe possibles. Et puis, à plus long terme, la perspective de l'énergie de fusion. Les centrales nucléaires à fission et à fusion, en principe, ne rejettent pas de gaz actif dans l'infrarouge et, par conséquent, quels que soient les autres problèmes qu'elles peuvent poser, elles ne contribuent pas à l'effet de serre. Je voudrais conclure en disant quelques mots sur le type de perspective que ce problème, ainsi que les problèmes connexes, nous posent. Voici un problème qui transcende notre génération particulière. C'est un problème intergénérationnel. Si nous ne faisons pas ce qu'il faut maintenant, il y a des problèmes très graves que nos enfants et petits-enfants devront affronter. C'est aussi un problème mondial. Il ne sert à rien que seulement une ou deux grandes nations industrielles prennent des mesures importantes pour prévenir une augmentation majeure, encore plus, en CO2 et autres gaz à effet de serre, car d'autres nations peuvent, par leur développement industriel, causer le problème elles-mêmes. Et non pas pour dire que cela est inévitable, mais juste pour donner un exemple. Les plus grandes réserves de charbon de la planète se trouvent aux États-Unis, en Union soviétique et en Chine. La Chine connaît un développement industriel très important. Et la combustion du charbon est certainement quelque chose de très attrayant pour les Chinois envisageant l'avenir. Je dirais qu'il n'y a aucun moyen de résoudre ce problème, même si les États-Unis et l'Union soviétique étaient parvenus à un accord parfaitement satisfaisant sur cette question, sans impliquer la Chine et de nombreuses autres nations qui se développeront rapidement pendant la période dont nous parlons. Ainsi, il y a un sens dans lequel les nations doivent, pour traiter ce problème, opérer un changement par rapport à leurs préoccupations traditionnelles pour elles-mêmes et non pour la planète et les espèces. Un changement des objectifs traditionnels à court terme vers des objectifs à plus long terme. Et nous devons garder à l'esprit que dans des problèmes comme celui-ci, les premières phases de l'augmentation de la température mondiale, une région de la planète pourrait en bénéficier, tandis qu'une autre région souffre. Et il doit y avoir une sorte de compromis entre les avantages et les souffrances, et cela nécessite un certain degré d'amitié internationale qui n'existe certainement pas aujourd'hui. Je pense que ce qui est essentiel pour ce problème est une conscience globale, une vision qui transcende nos identifications exclusives avec les groupes générationnels et politiques dans lesquels nous sommes nés par accident. La solution à ces problèmes nécessite une perspective qui embrasse la planète et l'avenir, car nous sommes tous ensemble dans cette serre.